Hier, on m'a fait parler de Dieu. La corda pensa Bonsoir, bonsoir, on va parler un peu aujourd'hui, connectez-vous. Serge Nago, comment tu vas? Kolo Mariam Soro, sois salué. Eric Armand Conan, comment tu vas? Newsre La Gaga, comment tu vas? Connectez-vous, on va parler un peu aujourd'hui. Maman Irène Gourou Prégnant, comment tu vas? Connectez-vous, on va parler un peu aujourd'hui. Alors, je mets une petite pause pour vous dire l'intitulé que j'ai mis en titre. Vous l'avez certainement vu déjà. Voilà, donc je vais parler du voyage à la CPI, voilà, qui défraie beaucoup la chronique, aussi positivement que négativement, selon les humeurs des uns et des autres. Donc on va parler un peu du voyage à la CPI, si ça vaut vraiment le coup d'y aller ou pas. Moi, je donne mon point de vue là-dessus. On va parler de la xénophobie, la haine. C'est deux mots qui ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire, où on peut plus parler, on peut plus péter, hein, sans être traité de xénophobes et de haineux. Voilà, donc on va essayer de décortiquer ces deux mots aujourd'hui, qui empoisonnent la vie des Ivoiriens. On va parler de l'enrôlement des étrangers en Côte d'Ivoire. L'enrôlement des étrangers en Côte d'Ivoire pour les futures élections présidentielles de 2020. Voilà. Enfin, on va parler de... je vais parler du moins des gens qui passent leur temps, voilà, à parler de la vie privée du président Gbagbo. Voilà, je vais parler de ces gens-là. Voilà, donc c'est ces quatre intitulés-là de mon direct. Voilà, voyage à la CPI, xénophobie, haine, enrôlement des étrangers, vie privée du président Gbagbo. En attendant, on finit d'écouter ce son-là. Ce qui m'importe, c'est de sortir. Le frère guide, sois toujours le guide de ta vie, mon frère. Je t'aime. Big bisous. Très simple. Améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui, président. Ils sont dans la débauche totale. Et surtout... Bruxelles, pardon, excuse-moi, oui, le voyage à Bruxelles, pardon. Je dirais Irène Gbadegné, sois salué. Ils sont devenus des coupés de loto. Moi, je dirais 1 million d'emplois, au moins
en 5 ans. Mais il y a 1 million de chômeurs en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi, je suis un économiste. Dédicace à Alassane Dramane Ouattara. Faut qu'il écoute ce son là, c'est pour lui. Alors, quel est le problème de la Côte? De la part de DJ Volcano. Les ouvriers, les fonctionnaires. Voyage à Bruxelles, maman Irène Gourou plaignant. Voilà, excuse-moi. Et on appelle ça VI. Un problème de corruption. Oui, il y a des ministres d'argent qui l'avaient changé de poste. On va parler du voyage de la CPI, on va parler de la xénophobie, la haine, ces deux mots qui empoisonnent la vie des Ivoiriens. On ne peut plus péter aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus dire un mot de travers sans être traité de haineux et de xénophobe. On va parler de l'enrôlement des étrangers, on va parler de la vie privée, ou du moins, c'est une façon de parler, hein, des gens qui passent leur temps à parler de la vie privée du président Gbagbo, voilà, qui n'ont plus de problème dans leur vie que spéculer sur la vie du président Gbagbo. La douane, Ah bon? les impôts, C'est ça. faire rentrer dans le budget les ressources. DJ Volcano featuring Alassane Dramane Ouattara. Désormais, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Ce qui m'importe, c'est de sortir la Côte d'Ivoire de cette crise Ah bon? qui a trop duré, qui a appauvri les Ivoiriens. Mon agenda est très simple. Améliorer les conditions. Ça, Amiens, sont salués. Mais les Ivoiriens ont plus de problèmes aujourd'hui, président. Ils sont dans la débauche totale. Et surtout créer des emplois pour la jeunesse. La jeunesse vit plus la galère. Président Ouattara, Oui, les diplômés sont devenus des coupés de loto. moi je dirais 1 million d'emplois au moins en 5 ans. Mais il y a 1 million de chômeurs en 8 ans. Cela veut dire 200 000 emplois par an. Moi je suis un économiste de formation. Je comprends pourquoi les Ivoiriens sont dans la galère. Alors, Adraïm Doussa, soit salué. Les cultivateurs, les Ismaël Saint-Poré, soit salué. rien ne va dans ce pays. Le robinet est fermé, trop de promesses non tenues. On appelle ça VI. un problème de Ida Bella, Chacha, soit salué. Docteur d'argent qui l'avait changé de poste. Bravo à toi, président. Je vais lever tous ces obstacles. Quand ça? Dans mon programme, Président Ouattara. oui. Quoi? Et dans mon programme, j'envisage d'un Jean-Marc Dossi, soit salué. Nadège Aka, soit salué. franc CFA en 5 ans. 2500 milliards par an. Très simple, il faut améliorer tout ce qui est ressources internes. La douane, Ah bon? les impôts, C'est ça. faire rentrer dans le budget les ressources du pétrole, les ressources des mines, les autres ressources. Ok. Beaucoup de ressources Guedi le guerrier, soit salué mon frère. banques par un groupe de gens. Merci pour le combat. Tchadi, c'est ton gouvernement. Restons fermes. Pour l'argent du peuple. Restons persévérants Et l'argent du pouvoir. dans le respect de nos autorités. Des centaines de milliards. On ne joue pas avec Gbagbo, on ne joue pas avec sa vie. Très endetté devra permettre à la Côte d'Ivoire d'économiser 500 milliards de francs CFA par an de remboursement de la dette. Pays, où sont les 5 chures? Où sont les 5 universités? Max Goa. Vendez des moutons, vendez des poulets, Max Goa. des terrains. Les fonctionnaires sont mal payés. Cet argent, au lieu d'être utilisé à d'autres fins, sera utilisé également. Olivia Gbagbo. Olivia Gbagbo, soit salué. J'ai prévu que le quart de ces 12 000 milliards viendra Connectez-vous, partagez, on va parler un peu. Son Excellence Jasson Pacom, soit salué. dans le chemin de fer de santé Natalien Michel Assis. à Touba, etc. Ouais. Pays, 12 000 milliards seront d'ailleurs insuffisants et ces investissements permettront de relever très rapidement le taux de croissance. du pays. Et l'industrie automobile. La diaspora ne peut plus faire venir les voitures pour les revendre. Tu as fait des salles et manger Tchapa. Mais également, il faudra des fonds spéciaux pour les jeunes, pour les femmes, pour leur permettre de s'attaquer et de mettre en place des micro-projets. C'est ça. Nous avons beaucoup de jeunes diplômés qui vraiment font des choses pour lesquelles ils n'ont pas été formés. Aujourd'hui, c'est des vendeurs de loto. Chauffeurs de Woro, opérateurs de cabine, tout ça. Ce sont des choses qu'il faut reprendre, donner de l'espoir aux jeunes et en leur donnant un métier. Après 9 ans, Je veux que mon peuple sache que j'apporterai la prospérité à la Côte d'Ivoire. pourtant les civils vont mourir sur nous en Libye. Nous allons sortir la Côte d'Ivoire de cette période de misère. C'est plus la misère, monsieur le président, c'est la... Ce n'est plus la misère que vivent les Ivoiriens, monsieur le président, si on peut t'appeler ainsi. Alassane Dramane Ouattara, c'est la mort, comme dit le DJ Volcano dans sa chanson. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Voilà. Natalien Michel, tu dis quoi? Je voulais savoir si tu es un gars ou pas avant que je ne continue de te suivre. Ben écoute, tu peux me suivre comme tu peux ne pas me suivre, mais bon, que je sois un gars ou pas, ça ne m'empêchera pas de faire mon direct. Donc, libre à toi de me suivre ou de ne pas me suivre. Voilà. Cela étant dit, je suis purement
purement et foncièrement un pro-Gbagbo. Maintenant, tu me considères comme tu veux. Voilà. Je suis purement et foncièrement un pro-Gbagbo. C'est-à-dire que celui qui reconnaît ce que le président Gbagbo a fait pour lui. Celui qui reconnaît le sacrifice que le président Gbagbo consent pour lui. Voilà. Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un ingrat. Voilà. Je reconnais ce que Gbagbo fait pour moi. Je reconnais le sacrifice, le lourd sacrifice qu'il fait pour moi. Parce que parmi les hommes politiques, je ne vois pas incapable de faire le sacrifice que Gbagbo fait pour son peuple, et pour son pays, la Côte d'Ivoire. Donc, je lui suis reconnaissant. Je serai toujours un fidèle soldat de Koudou Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, on va commencer. Saluer ceux qui sont connectés au fur et à mesure. Christelle Kwame soit salué. Qui j'ai pas salué. Black Queen Dave soit salué. Elle dit quoi? Black Queen Dave dit quoi? Ce discours du RHDP est un fonds de commerce. Évidemment que c'est un fonds de commerce et ils veulent nous distraire, mais nous on ne se laissera pas distraire par ce discours creux et dépourvu de sens. Voilà. Max Goa, après le boulot, tout fatigue. Ok, d'accord. Yako, mon frère, sois salué du côté de la Suède. Max Goa. Zeblit Bilé, sois salué. Comment tu vas? Irebi, je t'ai salué. Iritiebi, pardon. Anti-compromis, forfait. Ton quoi? Ton forfait? Ok, d'accord. On va voir ça après. Voilà. Donc, on va commencer le direct. Hein. On a assez joué la musique. Allons tout droit au but. Voilà, donc moi je vais donner mon point de vue sur le voyage de la CPI. Voilà, certains amis ont fait des directs pour en parler. J'ai vu que certains étaient pour, certains étaient contre. Il fallait une feuille de route pour continuer à mener cette lutte qu'on a décidé de mener sans feuille de route. Hein, dès le début, il n'y avait pas de feuille de route, il n'y avait pas de leader, il n'y avait pas de personne pour donner des ordres. Hein, pour nous dire ce qu'on devait faire. Au contraire, quand on a décidé de se sacrifier, nous autres qui ne pouvons plus aller en Côte d'Ivoire, qui sont bloqués ici depuis 10 ans, quand on a décidé de mener ce combat, on n'a pas reçu une feuille de route quelconque d'un parti politique. Et au contraire, même quand on mène ce combat, on n'a jamais été, ne serait-ce que encouragé une seule fois, hein. On a ne serait-ce que jamais reçu un petit mot, un petit fax, un petit coup de fil pour dire « Ah, jeune homme, vraiment c'est bien pour ce combat que tu mènes pour ton pays. Vraiment, bravo, je te félicite. » On n'a jamais reçu ça. Même si on ne mène pas ce combat pour recevoir des félicitations ou des encouragements parce qu'on le fait pour notre pays, pour nos compatriotes qui sont meurtris, on n'a jamais reçu ne serait-ce qu'un petit mot d'un quelconque leader qui soit du FPI ou d'un autre parti pour nous encourager. Alors moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi maintenant on veut que ce combat soit personnifié. On veut que ce combat soit, je sais pas comment je peux dire ça. Il faut qu'on attende d'abord la feuille de route d'un tel ou tel leader pour continuer à le mener. Un combat, ce n'est pas, comment je peux dire ça? Ce n'est pas un truc qu'on mène d'une façon ordonnée. Voilà. On mène un combat parce qu'on estime qu'on est frustré. On mène un combat parce qu'on estime qu'on est lésé dans notre vie au quotidien. Voilà. Dans nos vies au quotidien, c'est pour cela qu'on se décide de mener un combat. Voilà. Moi, je ne veux pas être un mauvais élève indiscipliné. Voilà. D'ailleurs, je n'ai jamais été indiscipliné. Vous pouvez le reconnaître. Moi, je n'ai jamais été indiscipliné. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un sur Facebook. Je n'ai jamais manqué de respect à un quelconque leader et je ne le ferai jamais. Voilà. Parce que ce combat qu'on mène, je pense que quand on le mène, c'est par rapport aux leaders, ceux qui sont devant nous. Par rapport à ce qu'ils subissent. Par rapport à ce que subit notre peuple. C'est pour cela qu'on mène ce combat. On ne le mène pas pour soi-même, pour se permettre de faire ce qu'on veut. Voilà. Donc, on le mène d'une façon disciplinée et dans le strict respect de nos leaders. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours respecté les leaders qui sont devant ce combat-là. Mais il faut qu'on se dise des choses clairement et purement. Est-ce que quand on avait décidé de mener ce combat, il y avait une feuille de route? C'est la seule question que moi je me pose. Est-ce qu'il y avait une feuille de route quand les Ivoiriens, que ce soit ceux de la diaspora ou ceux de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, avaient décidé hein, en leur âme et conscience de mener ce combat? Ils l'ont fait spontanément parce qu'ils ont estimé que leur peuple était martyrisé, leur peuple subissait toutes sortes d'injustices. Raison pour laquelle ils ont décidé de mener ce combat en prenant leur bâton de pèlerin. Maintenant, le combat qu'on a décidé de mener depuis 2010, est-ce que, j'ai une seule question à poser, est-ce que ce combat il a abouti? Est-ce que ce combat, il a abouti? On nous dit oui, mais le président Gbagbo a été libéré. Mais vous savez très bien que le président Gbagbo n'est pas libre. Gbagbo n'est pas libre. Qu'on le veuille ou non, Gbagbo n'est pas libre. Moi, on me dit que non, il est libre parce qu'en Belgique, il peut se promener, il peut sortir de son quartier, aller prendre l'air. C'est pas ça la liberté. Arrêtons de jouer avec les mots. Ce n'est pas ça la liberté. Un homme qui est libre, dont on n'entend même pas la voix. C'est-à-dire que tu es libre et tu es aphone. Tu es libre et il n'y a même pas une petite image de toi qui peut reconforter ou du moins conforter tes partisans. Non, pour moi, ce n'est pas de la liberté. Le président Gbagbo est encore pris en otage. Le président Gbagbo est encore sauvagement embastillé par les mêmes sauvageons qui se disent communauté internationale. Là. Tous ces voyous en col blanc continuent encore de l'embastiller, de le museler. Jusqu'à présent, depuis qu'il est soi-disant sorti de la haie, on n'a même pas, ne serait-ce qu'un mot même écrit
de lui, pour qu'on puisse être au moins rassuré. Si on doit pas aller en Belgique, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que les leaders qui nous disent de ne pas y aller, qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous rassurer, pour ne pas y aller? Qu'est-ce qu'ils disent à tous ces Ivoiriens épris de paix et de liberté qui ont mal de ne pas pouvoir entendre leur leader, qui ont mal de ne pas pouvoir ne serait-ce que voir une petite image de leur leader? Qu'est-ce qu'ils leur disent pour les rassurer? Rien. Zéro pointé. Motus et bouche cousue, il n'y a aucune communication autour du président Gbagbo. On est dans le néant, on est dans le flou total. On nous dit, il sait ce qu'il fait, il travaille, il est en train de faire du lobbying. Tu veux bien qu'il fasse du lobbying. Il fait du lobbying auprès de qui? On nous dit qu'il fait du lobbying auprès de ses pairs africains pour qu'ils puissent le soutenir dans le but d'une éventuelle libération définitive. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Les gens ils sont en train de se moquer de nous. Ceux qui sont en face là, ils sont en train de se moquer de notre intelligence. Parce que jusqu'à preuve du contraire, comme je l'ai toujours dit et je vais le répéter encore dans ce direct là, en droit, même si c'est vrai qu'on n'est pas dans un cadre de droit strict, hein, et élémentaire, mais on est dans un cadre politique, mais je suis désolé, on est censé être dans des pays de droit. Donc, qui dit pays de droit, parle de droit. Qui dit pays de droit, parle de droit. Les deux sont diamétralement, vont ensemble, vont de pair, je veux dire. Les deux vont de pair. On est dans un pays de droit. Non, le droit, quand il est dit, il doit être mis en exécution. Quand le droit est dit dans un pays de droit, le droit doit être mis en exécution. On ne peut pas être libéré et continuer à être embastillé. On ne peut pas être libéré et continuer à être muselé. Ce n'est pas normal. Donc nous, on veut avoir au moins des informations strictes qui pourront éventuellement nous consoler. Le président Gbagbo étant libéré, d'après eux, étant acquitté, d'après eux. Mais il est où? Pourquoi on ne l'entend pas? Mais ça, c'est un problème pour nous. Parce que nous, si on a pris ces risques-là, c'est pour ce monsieur et pour nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, encore embastillés. Si notre leader pour qui on se bat est libéré, c'est son devoir, ou du moins ceux qui sont autour de lui, là, qui se disent conseillers, qui se disent membres du FPI et autres, là, c'est de leur devoir de nous rassurer. Voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ne pas qu'on continue de manifester, ou du moins d'aller à Bruxelles? Qu'est-ce qu'ils disent à nous qui sommes, qui avons envie d'entendre notre leader, qui avons envie de le voir? Qu'est-ce qu'ils nous disent pour nous rassurer? Rien du tout. Motus et bouche cousue, ils sont dans leur diplomatie, en train d'écrire, en train de... On va les voir en privé, on va lui rendre visite, et puis en fait, il ne fait que parler aux gens en privé. Et donc nous qui sommes là en train de manifester là, nous on ne compte que pour du beurre, hein, on n'existe pas. On est dans le néant total, voilà. On n'a pas droit aux informations. On ne doit pas nous dire oui, c'est comme ci et c'est comme ça. Par contre, quand on veut aller manifester parce qu'on estime que notre leader est encore embastillé, non, stop, il ne faut pas y aller parce que le président a dit de ne pas y aller. Le président travaille. Je veux bien qu'il travaille. Mais s'il travaille, il faut qu'il nous rassure. Il faut qu'on soit rassuré pour ne pas qu'on soit inquiet. Parce que, je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois de plus, ce combat qu'on mène depuis 2010 là, c'est pour lui et pour tous ceux qui sont encore sauvagement embastillés en Côte d'Ivoire. Nos parents qui sont encore injustement contraints à l'exil, c'est pour tous ces gens-là qu'on mène ce combat-là. Donc si on ne voit pas un résultat palpable, c'est tout à fait normal qu'on puisse continuer à mener ce combat. On ne peut pas venir nous dire aujourd'hui, non, le président dit de ne pas aller faire ceci parce qu'il est en train de faire cela. D'accord, je veux bien. Je veux bien être un élève respectueux. Je l'ai toujours été, comme je viens de le dire. Je l'ai toujours été respectueux. Mais qu'est-ce que vous faites pour me rassurer? Qu'est-ce que vous faites pour rassurer tous ces Ivoiriens qui sont dans l'expectative, qui sont en attente d'une nouvelle quelconque du président Gbagbo? Au moins ne serait-ce que voir son image. Depuis qu'il est sorti, même pas une petite image. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. À croire qu'il est encore embastillé et nous on estime qu'il est encore en prison. Tant qu'on ne le voit pas, tant qu'on ne l'entend pas, pour nous on estime que le président Gbagbo est encore sauvagement embastillé, il est encore sauvagement muselé là-bas du côté de la Belgique, il est encore en prison. Donc si le combat n'a pas encore abouti, on continuera toujours de le mener. Qu'est-ce que vous nous dites pour ne pas qu'on continue de mener ce combat-là? C'est ce que je veux savoir. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous parlez de diplomatie, de ceci, de cela, mais nous sommes des combattants. On n'est pas dans la diplomatie, on veut des résultats palpables. Et c'est pour ces résultats qu'on combat, qu'on mène ce combat. On veut voir des résultats palpables. Gbagbo est où? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il dit à ses partisans qui ont envie de le voir, qui ont envie de l'entendre? Qu'est-ce qu'il dit? Rien. Motus et bouche cousue. Tous ceux à qui il parle, apparemment, c'est ceux qui se lèvent nuitamment ou je ne sais quoi en cachette pour aller le voir, pour aller lui rendre des visites privées. D'accord? Mais nous qui n'avons pas la possibilité d'aller le voir, qu'est-ce qu'on nous dit pour nous rassurer? C'est quoi? On nous dit quoi? On nous dit absolument rien. Et la Côte d'Ivoire continue d'être prise en otage par les mêmes que vous connaissez.
on continue d'enrôler des étrangers en Côte d'Ivoire pour, d'après eux, boucler ce qui ne doit pas être bouclé. Non, je suis désolé. Voilà, je ne suis pas un mauvais élève, je ne suis pas un indiscipliné, je ne vais pas à l'encontre de la décision du président Gbagbo. D'ailleurs, je ne la connais pas, sa décision. Alors, le président a dit ceci, non, faut pas y aller. Il m'a dit quoi? Il m'a rien dit. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai encore rien entendu de lui, je ne l'ai encore pas vu physiquement, ne serait-ce que même l'entendre un tout petit peu, je ne l'ai pas encore entendu. Non, il m'a dit quoi? Il ne m'a rien dit. C'est que des supputations. Des gens qui vont en cachette le voir, qui reviennent, qui disent ce qu'ils veulent. Un tel va là-bas, il revient, il dit, le président a dit ceci, il a dit cela. Mais nous qui n'avons pas la possibilité de le voir, qu'est-ce que vous nous dites? Vous nous dites quoi? Pour qu'on soit rassurés, vous nous dites quoi? Nous, on compte pour du beurre ou quoi? Si vous voulez faire la politique là, comme ça, pourquoi au début, quand il a été arrêté, pourquoi vous n'êtes pas allé dans les... On ne vous voyait pas dans les rues de Paris, chers dirigeants. On ne vous voyait pas à nos côtés. Vous n'étiez nulle part quand nous, on prenait des risques pour faire des vidéos et on était menacés tout le temps. Où il y en a même un frère qui aujourd'hui a retourné sa veste d'une façon abracadabrantesque, tel un illusionniste, tel un magicien. Il s'est fait agresser pour ce même président Gbagbo. Ben vous qui donnez des ordres aujourd'hui là, en tant que dirigeant du FPI, vous n'étiez pas là. Je suis désolé. Donc dites-nous quelque chose qui peut nous rassurer, qui peut nous motiver à ne pas aller à l'encontre des décisions que vous prenez. Mais vous ne nous rassurez pas. Vous ne dites rien aux Ivoiriens qui ont envie de voir leur président, qui ont envie de le toucher. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On estime que notre président est encore sous l'emprise du joug colonial. Donc, c'est tout à fait normal que le combat puisse continuer. Voilà. Tant que vous ne rassurez pas les partisans du président Gbagbo, ils ont le droit, ils ont tout à fait le droit de chercher à savoir ce qui se passe. Ils ont le droit de continuer à mener le combat pour lequel ils n'étaient pas payés et pour lequel ils n'avaient pas reçu un mot d'ordre dès le début. Pourquoi au début il n'y avait pas de mot d'ordre et c'est maintenant où le combat est en train d'aboutir. Maintenant on ne sait pas d'où vous sortez pour donner des mots d'ordre. Il ne faut pas aller à la haie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Laissez les gens mener leur combat jusqu'à ce que ce combat il aboutisse. Laissez les gens mener leur combat jusqu'à ce que ce combat il aboutisse. Voilà, parce qu'on n'est pas encore arrivé au terme de ce combat-là. Tant que Gbagbo est encore à Bruxelles, tant qu'on l'empêche de rentrer dans son pays. Mais Gbagbo, ce n'est pas un Belge. Gbagbo n'est pas belge, il est ivoirien. Et il n'a jamais aimé vivre en Occident. La preuve, quand il était chef d'État, il ne venait pas ici même pour se faire soigner. Soit il partait au Maroc ou il était en Côte d'Ivoire pour ses vacances, il allait à Mama. Il n'allait pas en Belgique, il n'allait pas à Bruxelles. Pourquoi on veut le contraindre aujourd'hui à rester à Bruxelles? Pourquoi? Pourquoi veut-on contraindre le président Gbagbo à rester à Bruxelles? Pourquoi veut-on contraindre le président Gbagbo à rester à Bruxelles? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On veut savoir. Jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas rassuré. Et ce n'est pas normal pour une personne qui soit, disons, acquittée, qui ne peut pas, même pas, ne serait-ce que faire 100 pas, 1 mètre de chez lui. C'est pas normal. On nous prend pour des imbéciles, pour des cons. Et on doit toujours rester là, nous les Noirs, dans la diplomatie. On doit écouter ce que le maître a dit à la lettre. Il ne faut pas aller à l'encontre de ce que dit le maître pour ne pas l'offusquer, pour ne pas le... Mais qu'ils aillent se faire enculer, ces maîtres. Qu'ils aillent se faire foutre. Qu'ils aillent se faire enculer. On est en 2019, la merde. On est en 2019. Il ne faut pas continuer à nous manipuler comme ça, comme on tombe de l'esclavage. Un homme qui est acquitté, il doit être libre de ses mouvements. Bordel de merde. Gbagbo est acquitté. Il fait quoi en Belgique? Il fait quoi en Belgique? Il n'a rien à faire en Belgique. On lui renouvelle son visa. Un homme dont le visa est périmé. Par contre, ici, les étrangers qui veulent rester en Occident, et on les rapatrie. Par contre, qui ne cherchent pas à rester en Belgique, on renouvelle son visa. Ça se périme, on le renouvelle. Ça se périme, on le renouvelle. Ça se périme, on le renouvelle. Parce qu'on est dans une diabolisation du monsieur. On veut l'empêcher de rentrer dans son propre pays. Et avec ça, nous, on doit rester là pour faire de la politique. On doit faire la politique. Face à une telle injustice, on doit faire la politique. Face à une telle injustice qui est aussi criarde, on doit rester là dans la diplomatie, à attendre que le maître se décide enfin à dire, bon, écoute, aujourd'hui, on a trop mangé, on est rassasié, hein, nos enfants sont heureux, nos femmes sont heureuses, on a bien fait l'amour à nos femmes, non, maintenant, votre président, le nègre, là, maintenant, il peut rentrer chez lui, mais allez vous faire enculer, allez vous faire foutre. C'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Un homme qui est acquitté, il ne peut pas rentrer chez lui. Il est contraint encore à l'exil. Pourtant, il est acquitté. Et c'est normal. On doit applaudir. On ne doit rien dire. On doit attendre que les soi-disant chefs d'opposition, chefs du FPI, quoi que ce soit, je ne sais qui, décident qu'on aille manifester pour que notre leader soit libéré. Un homme dont on n'a aucune nouvelle. Un homme dont on n'a aucune nouvelle depuis qu'il est soi-disant acquitté. Mais c'est pas normal. On doit être même en
on doit faire du bruit, on doit faire du tapage pour que on soit enfin écouté. C'est parce qu'on est trop docile. L'homme noir on est le peuple le plus docile. Voilà pourquoi tous les peuples du monde, même les peuples les plus misérables, les peuples les plus merdiques, se permettent de se foutre de nous. Partout dans le monde, on est le peuple humilié, martyrisé, même les Arabes, eux, ils ne nous ratent pas. Mais les Indiens, les Chinois, tout le monde nous chie dessus parce qu'on est trop pacifique. On est trop pacifique. On est toujours là à attendre la décision du maître. Tant que le maître n'a pas décidé, on n'a pas le droit de faire ceci. On doit attendre qu'on nous libère. Mais putain, montrons à ces putains de gens que c'est bon, quoi. L'esclavage a été aboli depuis plus de 500 ans. Il est hors de question qu'on puisse continuer à nous manipuler, à nous traiter comme de la merde. Un homme qui est acquitté n'a rien à faire à la CPI. À Bruxelles. Et si, effectivement, il sait ce qu'il fait là-bas, il nous a effectivement dit de ne pas le manifester, mais au moins que ceux qui se disent dirigeants du FPI nous fassent voir au moins l'une de ces images. Au moins l'une de ces images pour nous rassurer. Au moins un petit mot, un petit discours pour dire « Ah, je vais bien, tout va bien ». On n'a aucune nouvelle de lui. Il n'y a que 2-3 personnes qui vont à Bruxelles et qui reviennent pour nous dire « Ah, j'ai été voir le président, hein. Oh, il est en forme, il est très bien en forme, il mange bien ». Mais nous, on compte pour du beurre, nous. Nous qui avons pris des risques depuis 2010, qui ne pouvons pas aller à Abidjan à cause du président Gbagbo. Nous, on compte pour du beurre. On n'a pas à nous parler. On n'a pas le droit de voir ces images. On compte pour du beurre. Oh, nous, on compte pour du beurre ou quoi? C'est quoi ce bordel-là? Et quand on le dit, non, on ne peut pas faire ci, parce que on n'est pas dans la diplomatie. On est dans une guerre de libération de notre continent, l'Afrique, notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est encore embasillé. Vous voyez les gilets jaunes là. Quand ils sortent tous les samedis, ils sont interdits de manifester, hein. Tous les samedis, ils sont interdits mais ils sortent quand même malgré tout. Parce qu'ils savent dans quoi ils sont, les gilets jaunes. Ils sortent tous les week-ends. Parce que tant qu'ils n'ont pas été écoutés, tant que leurs revendications n'ont pas encore abouti, ils continueront encore et encore de manifester. Parce que ils estiment qu'ils n'ont pas encore été écoutés. Mais nous, on va toujours rester là à attendre la décision du maître. Non, n'allez pas manifester. Parce que le maître n'a pas encore décidé. Non, restez là-bas parce que le maître n'a encore rien dit. Non, Gbagbo, c'est ce qu'il fait. Il est en train de faire du lobbying auprès de ses pères africains pour qu'ils puissent le soutenir. Mais ces putains de pères africains étaient où quand on l'a arrêté? Ces putains de pères africains là, ces lâches, ces présidents africains, ces patrons là, hein, ces démons là, ils étaient où? Quand Gbagbo qui a œuvré pour la démocratie pour son pays, la Côte d'Ivoire, au détriment des armes, il a œuvré pour la démocratie avec le verbe et la plume. Hein? Il a tout fait pour qu'il ait la paix dans son pays. On l'a attaqué nuitamment. Il aurait pu faire comme Ouattara. Il aurait pu dire, ah, franchement, vous qui avez agi ici, au nom de la justice, je vous arrête et je vous condamne. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il pensait qu'il avait en face de lui des démocrates, des gens ayant une capacité cognitive qui pourrait leur permettre de réfléchir en disant « Ah, ce monsieur-là, vraiment, il veut aller à la paix. » C'est pour cela que, malgré tout ce qu'on a fait, il ne nous a pas arrêtés. Gbagbo n'a pas arrêté une seule mouche depuis qu'on attaque la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont morts gratuitement. Aucun Ivoirien, c'est-à-dire qu'aucune justice n'a été rendue à un quelconque Ivoirien. Aucune justice n'a été rendue à un quelconque Ivoirien. Les Ivoiriens sont morts gratuitement. Hein? Même une mouche n'a pas été arrêtée. Parce qu'il pensait qu'il avait affaire à des démocrates. Moi, je l'ai toujours dit, je le disais à mon grand frère à l'époque. Je dis, mais quand j'écoute le discours du président Gbagbo, et puis il dit, il dit, la guerre est finie à Bouaké. Ils sont allés faire semblant de brûler des armes à Bouaké. Hein? Ils l'ont endormi en faisant semblant de brûler quelques armes. Hein? Et le président fait un discours en disant, la guerre est finie. La guerre est finie. Moi, je me disais, attends, mais grand frère, il compte sur quoi pour dire la guerre est finie? Il dit, oh, il sait ce qu'il fait. C'est un grand politicien. C'est ce qu'il fait. Le président Gbagbo compte sur quoi pour dire que la guerre est finie? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, la Côte d'Ivoire est encore coupée en deux. Les gens sont encore armés dans les zones rebelles. Et il dit la guerre est finie. On peut aller maintenant faire nos occupations. Mais la guerre est finie comment? Dans un pays pacifié où les gens sont encore en armes, tu dis la guerre est finie? J'ai pas confiance. Il dit, oh, laisse ça, tu vas voir. C'est un grand stratège. Mais finalement, j'ai eu raison. Dès que les Ivoiriens se faisaient tuer, il a dit, au nom de la paix, au nom de la réconciliation, venez, on va s'asseoir, on va discuter. Venez, on va s'asseoir, on va discuter. Et tous ces Soro, la bande de Soro, là, tous ces comme zones là, il les a tous nommés pour les uns et les autres ministres, je ne sais pas quoi, général, des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel. C'est eux qui gouvernent les Ivoiriens aujourd'hui et qui narguent les Ivoiriens aujourd'hui. Hein? Des gens grossiers, mais d'une grossièreté incomparable, quoi. Il y a même une qui habitait ici dans mon quartier, ici à Sartreville, ici. Elle s'appelle Mariam Traoré. Elle a escroqué tout le monde ici.
Elle a escroqué tout le monde à Centreville. Elle doit à tout le monde ici. Elle avait une épicerie où elle vendait du poisson sec. Votre Mariam Traoré là. Elle n'a aucun niveau intellectuel. Elle était ici à Centreville. Elle avait un magasin de, comment on appelle ça, de fruits exotiques où elle vendait du poisson sec, des trucs qui viennent d'Afrique. Elle a escroqué, elle a volé tout le monde ici. Elle a fui, je ne sais pas de quelle façon elle s'est arrangée pour aller devenir députée en Côte d'Ivoire. Eh mais, écoutez, les Ivoiriens n'ont que leurs yeux pour pleurer. Quand on a affaire à des vendeurs de poissons secs dans l'hémicycle, mais ça ne peut que produire du ibékissé. Quand on a affaire à des vendeurs de poissons secs, ça ne peut que produire du ibékissé. Voilà ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il y en a qui prennent le malin plaisir de s'asseoir dans leur bureau. Ils sont là, ils mettent leur caméra, hein, des soi-disant autorités, ils mettent leur caméra, hein, ils sortent sa grosse calache, et puis il est comme ça devant une caméra, et puis il se masturbe, il a ses grosses narines, et puis il est content, il est comme ça. Il est comme ça. Il est en train de travailler comme ça pour la Côte d'Ivoire. Hein. Il se masturbe en travaillant pour la Côte d'Ivoire. Il est comme ça. Comme ça. Eh Seigneur, la Côte d'Ivoire est tombée. Non mais on est tombé bas. C'est incroyable. Un soi-disant dirigeant qui se met devant sa caméra. Et puis il est comme ça. Dans son bureau, il est comme ça. Comme ça. Mais les gars, ils nous ont maudits. Hein. C'est une malédiction ça. Vous vous rendez compte? Un dirigeant d'un pays, une haute autorité dans son bureau. Il est assis. Et puis il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Au moment où ses amis font des fax, ils envoient des mails à gauche à droite pour pouvoir faire avancer le pays. Lui, il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Et puis il ouvre ses narines et puis il est comme ça. Il est un écran pour moi là. Et puis il est comme ça. Mais attendez, on va où comme ça? On va où? La Côte d'Ivoire va où pour avoir affaire à de tels dirigeants? Et avec tout ça, toutes ces injustices, il ne faut pas aller manifester. Ouh là là, il faut attendre que le maître se décide parce que si on va manifester, ben il pourrait éventuellement, on pourrait le ramener à la CPI, on pourrait le... Mais quand on le ramène, j'aurais voulu qu'on ramène le président Gbagbo, qu'il soit encore à la CPI. J'aurais voulu qu'il soit encore enfermé à la CPI, que d'être soi-disant libre, sans qu'on puisse le voir, sans qu'on puisse l'entendre. Mais c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Un homme qui est libre, qui ne peut même pas s'exprimer, qui ne peut pas se mouvoir, qui ne peut rien faire. Et il ne faut rien dire. Sous prétexte d'être traité d'indiscipliné. Oui, je suis indiscipliné, je l'accepte. Tant que je ne vois pas mon père, tant que je ne l'entends pas, je serai toujours indiscipliné. Je ferai toujours des vidéos parce que quand je prenais ces risques-là, je n'ai pas demandé la vie de quelqu'un pour prendre des risques à faire des vidéos, à me faire menacer tous les jours. Quand on me menace dans mon inbox, quand on m'envoie des messages, ces dirigeants, je ne les vois pas. Je ne suis pas avec eux. Quand je sors dans la rue et puis je regarde à gauche, à droite, par peur de me faire agresser, je ne suis pas avec ces dirigeants-là. Ils ne sont pas avec moi. Donc arrêtez votre diplomatie à con là. On est fatigué de ça. On veut des résultats palpables. Gbagbo est encore en prison. Hein? Soit il est libéré effectivement, mais dans ce cas, il nous parle. Il nous parle. Il se montre au moins ne serait-ce qu'une fois pour qu'on le voit. Afin que nos cœurs soient apaisés. Mais tant qu'il sera encore embastillé, tant qu'on n'aura pas la possibilité de le voir, ben on continuera de crier notre ras-le-bol, hein, de ne pas pouvoir voir notre leader. Et c'est notre droit. C'est notre droit le plus inaliénable. C'est notre droit le plus inaliénable. Tant qu'on ne verra pas le président Gbagbo, tant qu'on ne l'entendra pas, on continuera de mener ce combat. Voilà. Maintenant, si vous nous dites, non, ne menez plus ce combat, c'est bon, asseyez-vous, on n'a plus besoin de vous, parce que sans vous, on peut avancer, il n'y a pas de problème. Nous, on va vaquer à nos occupations. Parce qu'après, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire, à passer notre temps à faire des vidéos. On n'a pas que ça à faire, à passer notre temps à vociférer en faisant des posts sur Facebook. On n'est pas payé pour ça. On le fait au nom de la patrie. On le fait au nom de la patrie. Vous qui prenez des décisions en disant, non, ne manifestez pas, ne faites pas ceci. Cela, vous allez manger avec Gbagbo. Vous allez manger dans sa main. Et vous a nourri du 1er au 31. Vous avez des comptes en banque garnis. Nous, Gbagbo ne nous connaît même pas. On n'a jamais reçu un centime de Gbagbo. On ne lui a jamais serré la main. Mais c'est toujours vous qui allez le voir tous les jours. C'est toujours à vous qui parle. Et c'est nous qui prenons des risques. Nous, on prend des risques à se faire menacer. Vous êtes cachés là-bas. Vous qui jouissez pleinement de ces largesses. Et c'est vous qui allez le voir. Et c'est vous qui devez nous dire de ne pas aller manifester. Mais on est où là? On est où? On est où? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Tant qu'on n'a pas une preuve palpable que le président Gbagbo est bien libre et qu'il peut s'exprimer et qu'on peut le voir, ben écoutez, ce combat-là, il continuera d'être mené comme on a décidé de le mener dès le début, sans l'approbation d'un quelconque dirigeant du FPI. On n'a pas reçu l'aval et l'approbation d'un tel dirigeant ou d'un tel dirigeant pour mener ce combat-là. On l'a fait de nous-mêmes et d'une façon bénévole au nom de nos compatriotes, notre patrie qui est encore sous l'emprise du joug colonial. Voilà. Donc il faut que ce soit clair.
Il faut que ce soit clair. Il faut arrêter de vous foutre des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire concernant ce combat. La grande Patricia Djibano soit saluée. Roi Gbagbo soit salué. Fils Afrique. T'inquiète pas. Moi, je suis dans mon élément. Julie Dédé soit saluée. Honoré Boabi soit salué. Aïlé Koudchen, l'une des longs, soit saluée. Voilà. Nyaroé José, comment tu vas? Sois salué. Donc, tant que ce combat n'aura pas abouti, on continuera de le mener comme on l'a commencé. Voilà. Tant que le combat n'aura pas abouti, tant que vous ne vous permettez pas de nous rassurer, hein, ne serait-ce que vocalement ou avec des images, hein, pour nous faire comprendre que le président Gbagbo va bien, Edith Denenyan, soit salué, hein, on continuera de mener ce combat. Dalo, soit salué. Olive Guédé, comment tu vas? D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le volet de la haie. La haie, on ira, de la Belgique. On ira en Belgique parce qu'on estime que notre président n'est pas encore libre. Voilà. Notre président est encore embastillé. S'il n'est pas capable de nous parler, s'il n'est pas capable de se montrer, ça veut dire que le monsieur est encore sous l'emprise du joug colonial, sous l'emprise de ce voyou-là. Baba Nico, comment tu vas? Hein, ça veut dire que notre président est encore embastillé, donc on se doit d'aller là-bas pour savoir ce qui se passe. Ne serait-ce que pour qu'ils nous disent pourquoi on ne voit pas un homme qui est acquitté. Pourquoi on n'entend pas un homme qui est acquitté? Il faut qu'ils nous disent. On n'a aucune réponse et puis on doit rester là comme ça. Dans ce cas-ci, on décide de se taire demain. Qui c'est qui va mener ce combat? Vous dites aux gens de ne plus manifester, mais les gens n'ont pas que ça à faire. Si demain ils décident de ne plus le faire du tout, ne plus faire de vidéos, de posts, de manifester du tout, et que le président Gbagbo est encore en Belgique, qui c'est qui va aller manifester? C'est vous qui allez le faire en costume? C'est vous qui allez le faire? Vous qu'on ne voit nulle part, vous qu'on ne voit jamais nulle part dans les manifestations. C'est vous qui allez le faire? Arrêtez. Respectez ceux qui mènent ce combat-là. Respectez ceux qui prennent tous leurs risques pour mener ce combat depuis 2010. Respectez ce combat. Car c'est grâce à tous ces gens-là qu'aujourd'hui, il a ce semblant, soi-disant semblant de liberté. Je dis bien semblant parce que pour moi, il n'est pas encore libre. Si Gbagbo était libre, il serait venu ici en France, fêter son anniversaire avec nous, couper son gâteau avec nous. Un homme qui est libre, tu ne peux même pas venir en France, alors qu'il est à 2 pas à Bruxelles. Il ne peut même pas quitter la Bruxelles pour venir en France. On dit qu'il est libre, il est acquitté. C'est quoi ça? Et avec ça, on doit rester assis en attendant que les chefs nous donnent des ordres, des feuilles de route, comment manifester, par quel chemin passer. Alors qu'au début, quand on manifestait, ils n'étaient pas là. Ils étaient tous cachés par peur qu'on les arrête, que Ouattara les arrête. Maintenant qu'on a tout fait pour qu'ils soient un peu en liberté, ils veulent nous museler. On a tout fait pour que vous soyez en liberté. Maintenant que vous êtes libre, soi-disant, vous voulez nous museler. On doit se taire maintenant, on ne doit plus rien dire. Mais il fallait nous dire ça au début. On allait rester tranquille chez nous, sans prendre des risques. Mais c'est à cause de vous qu'on a pris tous ces risques-là, à manifester, à faire des vidéos, à parler à visage découvert. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Ce n'est pas de l'indiscipline, mais c'est une question de logique. Hein? Nos amis n'ont pas de nouvelles de leur président. C'est tout à fait normal qu'ils veuillent en avoir. S'ils n'en ont pas, ben ils vont à la source. C'est comme ça. S'ils n'ont pas de nouvelles, que ce soit visuelles ou auditives, ben ils vont aller à la source pour voir ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ont décidé d'organiser ce voyage pour aller à Bruxelles. Et moi, je les soutiens. Voilà. On est en démocratie, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Voilà. Mais c'est comme ça. Moi, je les soutiens et je pense qu'ils ont raison. Voilà. Maintenant, on va passer au volet xénophobie, haine. Les deux mots qui sont à la mode en ce moment en Côte d'Ivoire. Xénophobie, haine. Voilà. Vous savez, les gens, ils ont trouvé un système pour museler les Ivoiriens. Ouattara et CSB en Côte d'Ivoire ont trouvé un système pour faire taire les Ivoiriens. C'est-à-dire que pour nous faire accepter le fait que notre pays ne nous appartient plus. Pour nous faire accepter que le fait qu'on peut venir de nulle part ailleurs dans le monde sans être Ivoirien et prétendre aux plus hautes fonctions de l'État. Donc, pour cela, ils ont trouvé deux mots. Les mots, c'est quoi? La xénophobie, la haine. La xénophobie, la haine. Voilà. En Côte d'Ivoire, on ne peut plus péter. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on ne peut plus péter, on ne peut plus dire un petit mot de travers sans être traité de haine et de xénophobes. Et pourtant, les plus grands xénophobes, c'est eux qui sont en face. Les plus grands xénophobes, là, c'est nos frères qui sont d'origine malienne, guinéenne, burkinabé, c'est eux les plus grands xénophobes. Des gens qui, quand tu n'es pas comme eux, quand tu ne pries pas comme eux, ils te traitent de boussoumani et ils t'excluent. Avec eux, tu es cloué au pilori. Quand tu veux marier leur fille, eh ben, si tu ne pries pas, eh ben, faut même pas rêver. Si tu ne pries pas comme eux, faut même pas rêver. C'est vous qui êtes intolérants. C'est vous qui ne tolérez pas les autres. C'est vous qui vivez en communauté et c'est vous qui traitez les autres de xénophobes.
Allez dans le dictionnaire et cherchez-moi la définition des deux mots là. Xénophobie et haine. Et vous saurez ce que cela veut dire. Allez dans le dictionnaire, cherchez la définition du mot xénophobie et haine et vous saurez ce que cela veut dire. Parce que les vrais haineux, c'est bien vous. Je vais vous le dire, je vais vous le répéter. Nos frères d'origine guinéenne, sénégalaise, malienne, burkinabé, en tout cas des pays où on pratique la religion musulmane, que ce soit au Maroc, là, on n'en parle même pas. En Algérie, on n'en parle même pas. Mais c'est vous qui n'êtes pas tolérants. C'est vous qui êtes xénophobe. Je suis désolé. Voilà, parce que dans vos pays d'origine, là, est-ce qu'un Ivoirien qui s'appelle Digbe peut être maire là-bas? Un Ivoirien qui s'appelle Conan peut être maire en Guinée? Un Ivoirien qui s'appelle Kwasi peut être maire au Burkina Faso? Ça n'existe même pas. J'ai donné un exemple tout simple. Quand tu n'es pas musulman, tu ne peux même pas prétendre épouser leur fille. Tu ne peux même pas prétendre t'asseoir à la même table qu'eux. Et encore pire, amuse-toi à manger du porc devant un homme qui n'est pas musulman, mais tu seras traité de tous les noms. Tu seras rejeté. Tu seras... comment je peux dire ça? C'est-à-dire que tu seras répudié d'une façon violente. Il y a des pays où on te coupe la tête, on te coupe un bras, parce que tu n'es pas comme eux, parce que tu ne pratiques pas la même religion qu'eux, parce que tu ne t'habilles pas comme eux, tu n'es pas comme eux, donc tu es encore plus rejeté. On va se dire la vérité en face, hein, parce que vos histoires de xénophobie là, trop c'est trop là. Arrêtez de distraire le monde avec ça. Arrêtez de distraire le monde avec ça, parce que c'est vous les plus grands xénophobes, c'est vous les plus grands haineux. Quand on est capable de regarder son semblable droit dans les yeux, et puis de l'éliminer au nom de je ne sais quelle religion, vous appelez ça de l'amour? C'est de l'amour ça? Ça c'est de l'amour? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas plus accueillant. Hein? En Afrique de l'Ouest, là, il n'y a pas un pays plus accueillant que la Côte d'Ivoire. On vous a toujours accueilli depuis Oufoué. On n'a jamais eu de problème avec vous. Mais il fallait que vous soyez instrumentalisé par ce Ouattara, là. Alassane Ouattara, il fallait qu'il vous instrumentalise pour que vous puissiez vous retourner contre vos bienfaiteurs. Et c'est aujourd'hui, nous qui vous avons tout donné, c'est aujourd'hui nous qui sommes traités de xénophobes. Pour nous remercier en monnaie de singe, en guise de récompense, on est aujourd'hui traité de xénophobes pour avoir été trop généreux avec vous. Aujourd'hui, nos parents, hein, leurs terres sont carrément spoliées et on doit se taire. C'est-à-dire qu'on subit toutes les injustices, mais malgré cela, il ne faut pas parler, il ne faut rien dire. Parce que tu dis un petit mot, tu es xénophobe. Moi, je ne peux jamais être xénophobe. Ça ne peut même pas exister. Parce que je vais le dire encore une dernière fois. J'ai 3 garçons, d'accord? Les 2 grands là, leur maman, elle est centrafricaine, d'accord? Donc, ça veut dire que mes deux grands enfants, ils ne sont pas ivoiriens à 100%. Leur maman, elle est centrafricaine. D'accord? Il n'y a que le dernier qui est ivoirien à 100%. Mais les 2 grands, leur maman est centrafricaine. La plupart de mes amis, ici où je vous parle, où je suis assis puis je vous parle là, j'ai hébergé beaucoup d'amis nordistes sans les connaître. J'ai hébergé beaucoup d'amis nordistes sans les connaître. Il y a même un avec qui je suis devenu un ami, mais inséparable. Vous comprenez? La plupart de mes amis là, ils ne sont pas ivoiriens, camerounais, zaïrois, congolais. Donc je ne peux jamais être xénophobe. Mais ça ne m'empêchera pas de dire la vérité à ces amis-là quand ils déconnent. Et ils le savent très bien. Je ne suis pas dans l'hypocrisie. Je ne suis pas hypocrite. Parce que moi, c'est que les gens font en Côte d'Ivoire là. Moi, je vis à l'étranger, je vois comment ça se passe. J'ai visité certains pays. J'ai été au Maroc. Au Maroc là. J'ai été plusieurs fois au Maroc. J'ai été plusieurs fois à Agadir. Vous savez quoi? Au Maroc, là-bas, on n'en parle même pas. On n'en parle même pas. Au Maroc, ce que nos frères subissent là-bas, on n'en parle même pas. La Côte d'Ivoire est un pays trop hospitalier. La Côte d'Ivoire est un pays trop généreux. Ne soyez pas ingrats, chers frères. Arrêtez de traiter les Ivoiriens de xénophobes. Arrêtez de traiter les Ivoiriens de haineux. Parce que c'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas juste. La Côte d'Ivoire vous a fait. La Côte d'Ivoire a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, ayez un minimum de reconnaissance vis-à-vis de ce grand peuple. Ayez un minimum de reconnaissance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Ne nous remerciez pas en monnaie de singe. Ne nous remerciez pas en monnaie de singe. Parce que je le dis et je le répète, de la façon dont on vous intègre en Côte d'Ivoire, vous n'intégrez pas les étrangers comme ça dans vos pays d'origine. De la façon et de la manière dont les Ivoiriens accueillent les étrangers en Côte d'Ivoire, on n'accueille pas les étrangers comme ça au Mali, au Burkina, au Sénégal et autres. Je suis désolé. Ça n'existe même pas. Parce que je l'ai dit, quand on n'est pas comme vous, quand on ne pratique pas les mêmes religions que vous, quand on n'est pas dans la même sphère religieuse, dans tout ce que vous faites là, quand on n'est pas dedans, vous excluez les gens. Même pour épouser vos propres filles là, c'est impossible. Hein? C'est impossible. Si tu ne deviens pas musulman, obligatoirement, on ne peut pas épouser vos filles. Mais c'est vous qui traitez les gens de xénophobes, de haineux. Alors que nous là, nos filles là, elles ont même, je dirais même, c'est une façon de parler, hein, entre guillemets. Hein? Ne vous énervez pas. Hein? Nos filles là, on dirait même parce qu'elles sont en solde.
Parce qu'elle se donne à n'importe qui et à tout le monde. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on a tous ces problèmes-là. Hein? Elle se donne à n'importe qui au plus offrant. Tant que tu as l'argent, elles sont avec toi. Que tu sois malien, guinéen, burkinabé, elles n'ont pas de totem. Il n'y a pas de. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'état de péremption pour elles là. Elles vont avec tout le monde. Mais vous, vos soeurs là, tant qu'on n'est pas musulman, on peut sortir avec vous. Tant qu'on n'est pas de votre communauté, on ne peut pas sortir avec vous. On ne peut rien faire avec vous. Quand on ne s'habille pas comme vous, on ne peut rien faire avec vous. Quand on ne mange pas ce que vous mangez, on ne peut rien faire avec vous. Et c'est vous qui traitez les gens de xénophobes. Les plus grands xénophobes là, chers frères, c'est bien vous les xénophobes. Voilà, donc arrêtez de jouer avec les mots. Ayez un minimum de reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens. Parce que les Ivoiriens vous ont toujours accueillis comme des frères. Et on continuera de vous accueillir comme des frères. Mais le fait de vous accueillir comme des frères ne doit pas vous permettre de faire tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je voulais dire sur le volet de la xénophobie. On n'est pas xénophobe. L'Ivoirien n'est pas xénophobe. Si l'Ivoirien était xénophobe, toute l'Afrique de l'Ouest ne serait pas en Côte d'Ivoire. Si les Ivoiriens étaient xénophobes, toute l'Afrique de l'Ouest ne serait pas en Côte d'Ivoire. Au point où certains viennent prendre des postes de responsabilité et au lieu de travailler pour les Ivoiriens, ils se masturbent. Ils traitent les Ivoiriens de Ibekissé et tout. Ils font tout et n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Et on n'a rien dit. Oh là là, il faut surtout rien dire. Parce que si tu parles, oh là là, tu seras tout de suite coulé au pilori et traité de xénophobe. Mais c'est trop facile ça. C'est trop facile. Vous ne pourrez pas nous faire taire avec ces deux mots là. Parce que vous voulez nous faire taire avec ces deux mots. Hein? Vous voulez nous faire taire avec ces deux mots pour qu'on puisse accepter le fait que notre pays ne nous appartient plus. Non, on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas distraire par des mots. On ne se laissera pas faire et on ne se laissera pas distraire par des mots. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur ce volet-là. C'est ce que je voulais dire sur ce volet. Maintenant, on va passer au troisième volet. Celui qui veut appeler, il peut appeler. Hein, c'est pas interdit. Celui qui veut intervenir, pardon. Voilà, on va passer au troisième volet. L'enrôlement des étrangers en Côte d'Ivoire. L'enrôlement des étrangers en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Quand ils faisaient leur discours il n'y a pas si longtemps, et puis ils disaient tout est géré, bouclé. On n'est pas dupe. On avait compris. On avait compris que c'est parce que ces gens-là voulaient faire voter des étrangers qu'ils ont dit explicitement. Il y en a qui l'ont dit peut-être sans faire attention, d'une façon naïve, mais ils l'ont dit explicitement, c'est-à-dire clairement que tout est géré et bouclé parce qu'ils estiment que même si on ne vote pas pour eux, il y aura toujours des gens qui vont venir voter pour eux, des gens dont ils établissent les cartes d'identité gratuitement et on demande aux Ivoiriens autochtones de payer 5 000 francs. Les étrangers en Côte d'Ivoire, on a établi les cartes d'identité gratuitement. C'est-à-dire que tous les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont des cartes d'identité ivoiriennes, sans avoir fait la demande, juste pour aller voter à Alassane Ouattara et sa bande-là en 2020. Et les vrais Ivoiriens, les autochtones, ils ne peuvent même pas établir leur carte. Quand un Ivoirien veut établir sa carte, on lui demande une somme de 5 000 francs, alors que la carte d'identité a toujours été gratuite en Côte d'Ivoire. Elle a toujours été gratuite en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, pour pouvoir continuer à faire du chantage aux Ivoiriens, on veut les spolier, on veut les escroquer, on veut les voler, en leur réclamant une somme de 5 000 francs. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Hein? Et ça, cette farfeture, elle ne passera pas. Cette farfeture, ce vol organisé ne passera pas. Voilà, parce que la carte d'identité a toujours été gratuite en Côte d'Ivoire. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, ouvrez les yeux. Parce que pour 2020, ces gens sont prêts à tout. Non seulement ils ont acheté des armes pour nous intimider, mais je pense à mon âme et conscience que cette fois-ci, vous serez obligés de tuer tous les Ivoiriens. Vous serez obligés de massacrer tous les Ivoiriens parce qu'on est fatigué de vous. On est fatigué de vous. Vous allez tuer tous les Ivoiriens et il n'y aura plus un seul habitant en Côte d'Ivoire. Et la France qui vous soutient dans cette farfeture, elle sera responsable. La France qui c'est du pays démocratique, hein? Pays des droits de l'homme, qui soutient des voyous, des bonnes armées en Côte d'Ivoire au nom de leurs intérêts, elle sera responsable de ce qui va arriver aux Ivoiriens. Parce que cette fois-ci, on ne se laissera pas endormir, on ne se laissera pas faire. 2020 là, on est fatigué de vous, on ne veut plus de vous au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et on fera tout, on se mettra ensemble comme un seul homme. Hein? Si Bédi est revenu à de meilleurs réseaux et à de meilleurs sentiments, il a fini par comprendre. Lui, Bédi Atibabou a dit, tu me combats pour une personne que tu ne connais pas. Mais au nom de la haine tribale, parce qu'il est soi-disant pété, il faut le combattre. Sans aucun esprit de discernement, on combat quelqu'un, mais on ne pense pas à l'intérêt supérieur de la nation. On oublie que c'est la Côte d'Ivoire qui est en danger. On oublie qu'en donnant la Côte d'Ivoire à Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qu'on met en danger et en péril. Aujourd'hui, on est en train de payer le loup tribut. Aujourd'hui, on est en train de payer le loup tribut. Bédié lui-même a fini par comprendre qu'il s'est fait avoir comme un gamin à cause de sa haine viscérale de Gbagbo. Un homme qui t'a rien fait. Tu étais en exil, t'as dit rentre, on va faire la politique. Tiens, voilà une maison de fonction en tant qu'ancien chef d'État. Voilà un salaire en tant qu'ancien chef d'État. Assois-toi, on va faire la politique. Il t'a tout donné. Mais tu lui as quand même planté un couteau dans le dos. On nous dit que c'est la politique. C'est pas ça, c'est pas la politique, c'est la haine. Parce que quand un pays est en danger, on ne joue pas avec ça.
Il s'agissait de l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire. Il s'agissait de notre identité. On ne joue pas avec l'identité d'un pays. À cause de Bédié et ses petites combines avec Ouattara, aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Et il se rend compte de maintenant, finalement, il va s'asseoir à Daoko pour faire des petits discours creux. On veut bien. On dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc s'il est revenu à des meilleurs sentiments, que ce soit lui ou Soro Djum, qui aujourd'hui s'oppose à Ouattara, s'ils ont fini par comprendre que la vraie politique était menée par Gbagbo qui traitait de tous les noms, mais c'est une bonne chose. Gbagbo est un visionnaire. Il vous a parlé. Il vous a dit, vous me combattez pour une personne que vous ne connaissez pas. Attention, vous me combattez pour une personne que vous ne connaissez pas. On ne joue pas avec l'intérêt supérieur de la nation. Vous avez voulu jouer avec ça parce que vous avez estimé que, voilà, Gbagbo n'était pas fait pour gouverner. Et pourtant, le monsieur, il faisait ce qu'il fallait. Bien qu'il n'avait aucun soutien international, mais il faisait ce qu'il fallait pour que les Ivoiriens aient le minimum. Gbagbo faisait ce qu'il fallait, il faisait le minimum pour que les Ivoiriens n'aient pas faim. Les travailleurs ivoiriens soient payés. Le nom était coupé en deux, mais les fonctionnaires recevaient leur salaire. Aujourd'hui, le nom n'est pas coupé en deux. La Côte d'Ivoire a tous les crédits du monde. C'est-à-dire que toute la communauté internationale est avec Alassane Ouattara, mais les Ivoiriens ont faim. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils fuient la Côte d'Ivoire même pour aller dans d'autres pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Est-ce que c'est normal? Mais là, vous vous rendez compte, mais c'est une très bonne chose. J'espère que vous allez continuer à revenir à de meilleurs sentiments, parce qu'il faut qu'on se mette ensemble pour 2020. Pour 2020, là, les Ivoiriens doivent être unis, pour chasser ces gens qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne veut plus de branlettes à la tête de nos États. On ne veut plus de branleurs à la tête de nos États. On ne veut plus de femmes vulgaires, d'anciennes vendeuses de poissons secs, appelées Mariam Traoré à la tête de nos États en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui mérite des grands dirigeants. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui mérite des grands dirigeants et non des plaisantins. La Côte d'Ivoire est un grand pays qui mérite des grands dirigeants et non des plaisantins. On est fatigué avec tous ces plaisantins-là. En 2020, les Ivoiriens doivent être unis et indivisibles pour chasser ces gens du pouvoir. Et ils croient qu'en achetant des armes, des avions de guerre, ça va intimider les gens. Vous allez tuer tous les Ivoiriens, chers amis. Vous allez tuer tous les Ivoiriens cette fois-ci. En 2020, vous allez tuer tous les Ivoiriens parce qu'on est fatigué de vous. On ne va pas continuer encore à subir vos légèretés. On ne va pas continuer à subir vos masturbations. On ne va pas continuer à subir vos injures. On est fatigué de cela. Et les Ivoiriens vont se mettre ensemble comme une seule personne pour libérer leur pays. Car c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Parce qu'on est fatigué de voir ces gens à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Donc, ne nous laissons pas endormir. Et soyons vigilants. Soyons vigilants parce qu'en 2020, les gens veulent donner les cartes d'identité aux étrangers pour continuer à nous soumettre à leur dictat. Nous disons non à cela et on restera vigilants. Encore une fois de plus. Voilà. Donc, je vais boire un petit coup quand même. Voilà. On va faire une petite plage musicale et puis après, le dernier volet, ça sera sur la vie privée du président Gbagbo. Parce qu'il y en a qui s'amusent à parler de la vie privée du président Gbagbo. Ça, il faut que je parle de ces gens-là. Voilà. André Aka Mathieu, tu veux parler? Bon, je te rajoute. Aka Mathieu, tu veux parler, donc je le rajoute. Voilà. Le dernier volet, on va parler des gens qui passent leur temps à spéculer sur la vie du président Gbagbo.